Chers téléspectateurs d'Endar TV, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Débat qui dit vrai. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'épineuse situation sociopolitique de notre pays, marquée par le report des élections et l'entrée de l'armée à Anefis. Quel impact ces événements ont sur l'état du Mali et quelle analyse pouvons-nous en tirer? Restez avec nous pour entendre des experts, des politiciens et des observateurs éclairés discuter de ces questions brûlantes et essayer de répondre à la question fondamentale qui dit vrai. Aujourd'hui, je suis accompagné par deux personnalités. Comme vous le savez, à ma droite, M. Nuhun Togo, communicateur et homme politique. Bonsoir, M. Togo. Bonsoir. Et à ma gauche, nous avons M. Djibril Diallo. Il est également communicateur et analyste politique. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir. C'est votre deuxième fois de passer sur ce plateau. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci, nous sommes disponibles pour le Mali. Merci beaucoup pour votre patriotisme. Et à vous aussi, M. Togo. Merci beaucoup. Je sais que vous n'êtes pas une nouvelle personne sur les petits écrans. Oui. Et une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le deuxième numéro de cette émission porte sur la situation sociopolitique du Mali, le report des élections et l'entrée de l'armée à Anefis. Donc, comme toute première question, je me permets de me tourner vers M. Togo. M. Togo, comment va le Mali, selon vous? Le Mali, vous dire que ça va doucement. Doucement parce que nous sommes plongés dans une crise multidimensionnelle depuis plus de 15 ans. Nous sommes en guerre, nous tenons sur nos deux pieds, nous continuons à travailler, à regarder en face et à travailler avec les peuples du monde, précisément les panafricanismes, pour que nous puissions relancer aussi notre économie et récupérer une partie de notre territoire depuis 15 ans, comme je vous ai dit, dans des situations très difficiles. Créer les conditions pour que la population elle-même se retrouve et faire en sorte de développer notre économie pour que le Mali puisse rayonner un peu partout dans le monde. D'accord. Donc, M. Diallo, vous venez d'entendre M. Togo qui vient de faire une lecture de la situation sociopolitique actuellement de notre pays. Selon vous, quelle lecture faites-vous sur le Mali d'aujourd'hui? Le Mali se porte bien parce que nous étions au fond du puits. Nous sommes aujourd'hui remontés en surface et nous sommes en train de nous préparer à affronter la vie en surface. Et cette vie en surface, c'est la vie de la communauté mondiale pour aller de l'avant. Donc, déjà qu'on est sorti du puits, nous avons l'oxygène à notre disposition et nous pourrons aller de l'avant. Alors, depuis l'annonce du gouvernement du report léger, selon ces mots, voilà, de la date des élections au Mali, et qui était prévue pour février 2024, et quelle lecture faites-vous sur cette décision que le gouvernement a annoncée? Est-ce que ça a été apprécié ou il y a eu des contestations? Écoutez, parlant d'élections, je crois que nous ne sommes pas à notre première expérience. Ce ne sont pas les élections qui construisent un pays. Un pays se construit de la volonté populaire et de la volonté des plus hautes autorités à aller de l'avant. Mais la plupart de la population... Et aujourd'hui, si on devrait écouter les Maliens, on ne parlerait pas d'élections. Ah bon? Et si aujourd'hui, on ne parle pas d'élections, ça ne voudrait pas dire que notre pays qui se trouve être dans des difficultés, il faudrait que l'on comprenne que ces difficultés-là doivent être d'abord jugulées. Ces crises, on doit sortir d'abord de ces crises pour pouvoir prendre un envol politique, politico-social. Et cet envol politico-social, aujourd'hui, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce que nous vivons dans une transition. Et cette transition est en train de tout faire pour remettre à l'endroit ce qui a été 30 ans ou 40 ans mis à l'envers. Et pour mettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers, ce n'est pas une structure politique, selon moi, qui puisse le faire. C'est une transition. Moi, je vous ai toujours dit, je n'ai pas dit
cette transition. Je n'ai pas de préférence. Je ne soutiens personne. J'ai dit qu'il faut une transition. Et une transition qui a un objectif de sortir le pays de difficultés. D'accord. Donc, je pense que je me permets de demander à M. Noutogo s'il est parfaitement d'accord à ce que vous avancez, comme quoi c'est uniquement la transition qui peut aider le Mali à sortir de cette situation. Est-ce que uniquement c'est la transition qui pourra faire sortir le Mali de la situation qu'elle vit actuellement? Vous savez, si on arrive au niveau de la transition, ça veut dire qu'il y a une crise. Parce que je l'ai dit souvent qu'il n'y a pas de bons coups d'État. Les coups d'État, c'est suite à des crises. Donc l'État, si on n'arrive plus à gérer, l'armée s'est fait inviter sur la chaîne politique pour la rupture, ce qui amène donc forcément une transition. Donc la transition, normalement, leur mission, c'est de faire en sorte tout ce qui ne va pas dans le pays et de le mettre de façon très honnête pour un travail fouillé qui prend en compte l'aspiration du peuple. C'est-à-dire les difficultés sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, l'école, la santé, prennent tout ça pour mettre des textes conformes qui peuvent guider le pays à sortir des marasmes économiques et politiques. Et cette gestion, en général, c'est la transition qui fait ça. Ça veut dire la transition, ça veut dire que tout simplement qu'ils n'ont pas été élus. Donc leur mission, c'est de mettre ensemble les fils de ce pays, discuter ensemble et sortir sans parti pris. Oui, mais si on se réfère, par exemple, des dits du fait président Amadou Toumani Touré, il dit que ce n'est pas la transition qui règle tous les problèmes. Mais ça, c'est une réalité. La transition organise les élections. Cette gestion de la transition, ça se gère avec responsabilité. Mais transition, si on parle de la transition, toujours, comme vous le savez, ça ne dépasse pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, on est à peu près à 3 ans de transition. Oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes et il faut le gérer avec beaucoup de responsabilité. Vous avez vu, en général, donc nous sommes arrivés, on a fait les 9 mois de Bandao, on est sorti, il y a eu des difficultés. Nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes presque vers les 20 et quelques mois. Il nous reste quelques mois encore pour sortir de tout ça. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, que la transition ne peut pas tout gérer, mais la transition met les moyens qu'il faut pour gérer le pays après, pour éviter beaucoup de crises. D'accord, donc il met les moyens en place. Monsieur Diallo, est-ce que vous êtes sûr que cette transition a essayé au moins de mettre tout en place pour vraiment atteindre ses objectifs qui se sont fixés depuis le début de cette transition, notamment le contenu de la charte de la transition? Vous savez, la transition a essayé de mettre en commun l'ensemble du peuple par plusieurs assises. Et le peuple s'est exprimé. Et à partir de l'expression du peuple, la transition a fait une feuille de route qu'ils sont en train de respecter. Mais ce qui est important et évident, c'est que aujourd'hui, la transition, certes, ne peut pas tout régler, mais la transition peut régler l'essentiel. Et on n'est pas en train de lui donner ni le temps, ni les moyens de régler l'essentiel. Et pourtant, la population, quand même, est derrière... Non, ce n'est pas l'histoire de la population. C'est-à-dire, le monde est un village planétaire. Aujourd'hui, c'est un œuf. Quand tu tousses à Bamako, tu l'entends en Amérique. Donc, ce qui fait qu'ils nous mettent les bâtons dans les roues. Qui vous met ces bâtons-là? La communauté internationale, la CEDEAO, l'UA... Ils mettent les bâtons dans les roues. Mais c'est dit des garants de la démocratie. D'une transition pour aller de l'avant. Vous savez, quand vous parlez de démocratie, les transitions sont beaucoup plus démocratiques que les pouvoirs dits démocratiques. Comment ça? Voilà. Et parce que au moins la transition, c'est qu'il y a un peuple qui le regarde. Et c'est qu'il y a un peuple qui apprécie et qui juge ce qu'il fait. Et lorsque celui-là qui est nommé, du moins qui est élu pendant 5 ans, il s'en fout de ce que le peuple fait ou ce que le peuple ne fait pas, c'est ce qui nous a amené là. Il a fallu que le peuple se lève pour dire on en a marre. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, tout acte que la transition est en train de poser est validé à sa juste valeur auprès de la population? Vous savez, ce n'est pas une population qui gère une transition ou un pays.
le pays, il est géré par des dirigeants. Que ces dirigeants soient de la transition ou non. Moi, je vous dis, quand Rawlings venait au Ghana, John Rawlings, quand on disait à ton fils ghanéen, tu allais le tuer. Quand on disait à ta fille ghanéenne, tu allais la tuer. Mais une transition qui avait un objectif, qui a réglé au point que quand il a quitté la transition, il vivait une vie de citoyen paisible au Ghana. Et c'est le peuple ghanéen qui l'accompagnait, qui était ses gardes, c'est le peuple ghanéen. d'accord. Et nous avons aujourd'hui une transition qui peut marcher vers là, qui est en train de marcher vers là, mais qui manque un tout petit peu de courage. La transition a... Oui, qui manque un tout petit peu de courage. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on aille pour les élections de report en report. Des petites dates courtes qu'on reporte. Et qu'est-ce que vous... Et aujourd'hui, nous n'avons besoin de rien précipiter. Je dis absolument rien. Mais nous avons besoin de poser des pas mesurés. Nous avons besoin d'aller de l'avant avec objectivité et sérieux. Nous avons besoin de reconstruire un peuple détruit. Détruit par une politique d'autruche. Et cette politique d'autruche que les politiciens ont mis en route pour détruire le peuple du Kourkanfoura. Et qui ont utilisé les moyens de bord que nous avions pour gérer notre société, ils l'ont utilisé contre nous et ils l'ont foulé aux pieds. Donc une transition au Mali ne va pas être égale à une transition par exemple en France. Effectivement. Aujourd'hui, une transition devrait prendre le temps qu'il faut pour remettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers. D'accord. Donc, M. Togo, est-ce que vous partagez son opinion du fait que la transition doit prendre tout son temps et mettre tout ce qu'il faut et pour vraiment arriver à l'atteinte de son objectif? Est-ce que pour cela, est-ce que toute la population, on va dire, les Maliens les soutiendront jusqu'au bout? Non, selon vous? Le véritable problème dans la vie même de l'homme, l'homme ne peut pas avoir tout son temps parce que le temps est petit. La vision. Néanmoins, donc, on est obligé pour évoluer d'être dans un carcan de temps, forcément. Parce que c'est ça même la dimension de l'être. Non, la dimension même de l'être humain. Ça veut dire les projets. Si vous voulez réaliser des projets, on se donne un temps. Donc si ça ne va pas, et puis on rébelle tout pour voir. Maintenant, si tu dis à un Africain, tu n'as pas le temps, il ne fera rien. Donc c'est pour ça que les temps sont des mesures. Donc il faut forcément mesurer pour voir et pour joser, pour voir là où il faut l'équilibre, là où il faut retoucher, c'est ce qui se passe. Il est important, moi, en termes de temps, mes difficultés que j'ai souvent, je dis il faut que, en général, la transition se gère avec tout le monde. Parce que le discours d'Assimi, il a toujours dit, je suis derrière le peuple. Si on est derrière le peuple, en général, on ne se trompe pas. Qu'on soit derrière le peuple et que individuellement que les gens ne comprennent pas en se disant que nous avons eu donc, le pouvoir par des armes et nous nous imposons par des armes, ça ne marchera pas. Parce qu'une chose est sûre, les Maliens sont sortis pour accompagner parce que le travail de fond. Moi j'ai passé la nuit donc, au boulevard de l'indépendance pour que le pouvoir tombe. Durant des années, j'ai travaillé, j'étais la première personne à dire au peuple malien ne choisissez pas Ibeka, il n'était pas bon. Et en son temps, paix à son âme, les gens n'ont pas compris, ils pensaient que j'étais contre lui. Et j'ai dit, sa façon de gérer ne nous amène pas plus loin. Maintenant, j'ai dit, ceux qui sont arrivés, nous sommes d'accord avec vous, mais dans la transition aussi, on ne peut pas venir pour prendre le galon d'expérience. Parce que dans la transition, c'est une gestion rapide des dossiers, et tout ce que normalement un pouvoir normal ne peut pas le faire, c'est la transition qui règle ça. Parce que le pouvoir normal a peur de ne pas être réélu. Donc ils ont peur de poser certains actes. Or la transition, ce n'est pas leur problème. Ils viennent pour régler et partir. Et donc si on règle très bien, John Rawlings est venu, il a réglé. Ils ont coupé, réglé. Mais finalement, au départ, au Ghana, on volait, on pillait, on faisait tout. Mais après qu'il a tout réglé, même si tu laissais l'argent au marché, on ne volait plus. Et donc cette transition, le travail de ce jeune, c'est de faire en sorte que nous puissions rébelloter ensemble, voir là où il y a des difficultés, corriger ces difficultés, mais le timing est obligatoire dans la vie. Même en termes de la vie de l'homme, on mesure. On arrive à 60 ans, on fait le point de ce qui se passe. Est-ce que
ma vie a reçu ou il n'a pas reçu, qu'est-ce qu'il faut réjoser, qu'est-ce qu'il faut réaménager, on le fait. Donc il faut forcément le temps pour que ça évolue. C'est pour cela nous, au niveau de notre parti politique, au niveau de l'USR, nous avons dit au départ, les difficultés que nous avons eues donc, pour le report, nous avons eu des rencontres avec le ministre. 2 mois, il y a cela 2 mois et quelques. On était tombé d'accord, discuter pour dire que, compte tenu des difficultés, pour moi, il fallait, au nom de mon parti, il fallait reporter, ajouter un report léger à peu près de 6 mois. Pour José, parce qu'il y avait des problèmes, il fallait régler ce problème-là. Donc, si on n'arrivait pas à régler ce problème, ça allait nous créer d'autres difficultés. Parce que nous, notre vision, c'était d'avoir l'ensemble des élections. Les élections communales, les élections législatives, les élections sénatoriales, comme prévu. Mais nous avons remarqué qu'il y avait des difficultés techniques. Ça veut dire, les difficultés techniques, c'est quoi? Il fallait voir la loi organique qu'il fallait prendre au niveau donc, des députés. Il fallait nous déterminer le nombre de députés. Ça, on pouvait le faire seulement par la loi organique. Et il fallait nous déterminer aussi le nombre donc, des sénateurs. C'est par loi organique qu'on pouvait faire. Donc, ces 2 élections n'étaient plus possibles. Parce qu'il fallait, donc, avec le timing que nous avons. Nous avons dit, mais il y avait 2 élections qui étaient possibles de faire. C'était l'élection des communes et l'élection au niveau régional du district de Bamako et l'élection présidentielle. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas d'autre chose. Maintenant, comme ils sont sortis pour dire qu'il y avait un problème, on a pris en otage nos données, c'est une vérité donc absolue, et qu'il y a eu donc, ce qu'on appelle les majeurs qui devraient rentrer d'après la CHENI et d'après la DG, que ce n'est pas possible qu'ils doivent terminer ce traitement jusqu'en fin février. Donc avec ça, c'est des réalités claires et nettes qu'on ne pouvait pas aller aux élections. Mais nous avons dit, il faut qu'on remette les Maliens ensemble et de se regarder en face pour dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce que je ne rentre pas dans les polémiques avec moi-même. Parce qu'en se disant que, en tant que quelqu'un qui supporte la transition, ma vision est claire. S'il y a des erreurs, on le lave en famille. Sinon, en tant que technicien, eux le savaient qu'il y avait donc ces difficultés-là. Et sur la base des difficultés, ils ont promis devant la communauté internationale, devant le peuple malien, qu'avec 23 mois, ça suffit. On a promis. D'accord. Donc, je pense qu'on a très bien compris. Mais maintenant, j'aimerais juste me retourner vers M. Diallo pour lui demander quelles sont les raisons, selon vous, qui ont conduit au report de ces élections. Très bien. Moi, je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'a dit M. Togo, mon co-débatteur. Vous dire que le peuple, il est important. Oui, dans la gestion. Le peuple, il est important dans la détermination de la politique. Mais le peuple n'est pas important dans la gestion. Parce que dans la gestion, le peuple qui a déjà tracé les voies et moyens avec le pouvoir de la route à suivre, le peuple doit être sur cette route. Mais nous n'avons pas un peuple nous n'avons pas un peuple comme ça. Nous avons aujourd'hui un peuple pas bien formé. Nous avons un peuple pas bien informé. Et un peuple, nous sommes communicants. Un peuple non informé est une bombe. À retardement. Et pas informé sur les choses de la transition. Informé sur les choses même de la vie d'un pays. Ouais. Il faudrait que les gens ils savent en ce moment précis de l'existence, qu'est-ce qu'il faut pour notre pays. Nous l'avons dit, les différents dialogues ont été là pour le cadrer un peu. Maintenant, à partir du moment où la feuille de route est donnée, elle est donnée à une transition pour l'appliquer. Et cette transition, aujourd'hui, est en train de le faire. Mais aujourd'hui, je dis qu'il manque un peu de courage parce que le facteur temps est un facteur important dans ce que nous sommes en train de faire. Et quand je dis que l'UA et les autres, ils sont en train de nous mettre les bâtons dans les roues, parce que nous avons le temps dont on a besoin, dont on avait besoin. Si eux, ils ne nous avaient pas fait l'embargo, s'ils ne nous étaient pas tombés dessus avec des sanctions illégitimes, illégales, tout ce qui s'ensuit, oui, n'est-ce pas? On serait aujourd'hui à un résultat plus avancé. Donc ça veut dire que c'est des embargos. Ce sont des embûches qui nous ont bloqués. Un tout petit peu. Mais est-ce qu'à ce niveau, vous avez des perspectives différentes des raisons de report de ces élections? Oui, mais les reports, moi je dis encore une fois,
nous avons été invités en tant que structure, nous avons été invités à une table pour regarder le séquençage des élections. Oui. Nous avons ensemble travaillé, mais je dis encore une fois, moi ce n'est ni le séquençage des élections, ni les élections proprement dites qui sont aujourd'hui importants pour sortir le Mali des difficultés. Aujourd'hui, pour sortir le Mali des difficultés, nous avons un certain nombre de problèmes à résoudre. Et ces problèmes que nous devons résoudre, déterminer et trouver les voies et moyens pour déterminer comment est-ce qu'il faut faire de la politique à la malienne. Parce que nous sommes en train de faire de la politique. Aujourd'hui, quand tu parles d'une personne, tu parles à un Malien d'un certain âge, tu lui parles de politique, il te tourne le dos. Alors que la politique, c'est les voies et moyens pour mettre un pays à atteindre ses objectifs. Mais selon vous, ce rôle revient à qui? Et ce rôle-là, ce rôle revient dans les conditions normales. Ce rôle-là revient à une transition, je veux dire, généralement à l'État, d'informer, de sensibiliser le peuple pour que le peuple puisse accepter la feuille de route que le peuple lui-même a contribué à donner pour que le peuple soit sur cette feuille de route. Il faudrait donc deux choses qui sont importantes. Il ne faudrait pas être dans un laxisme qui nous a amenés jusqu'ici. Et deuxièmement, il faudrait que nous regardions avec objectivité et sérieux quel temps faut-il pour aller de l'avant avec le Mali de notre rêve. Et ce Mali de notre rêve est bien possible. D'accord. Donc, Monsieur Togo, selon vous, le report de ces élections pourrait-il affecter la stabilité politique de notre pays? Ça doit pas, ça peut, mais ça ne doit pas. Si ça peut, comment? Et non, ça ne doit pas, pourquoi? Ça ne doit pas, pourquoi? Parce que le problème, c'est que nous nous trouvons devant une situation, aujourd'hui, pour le Malien lambda, pour ceux qui nous suivent au Mali et à l'extérieur, nous avons donné beaucoup d'espoir à l'Afrique. Nous avons donné beaucoup d'espoir à l'Afrique. Les gens regardent le panafricanisme, on est en train de réécrire l'histoire de l'Afrique. Et donc c'est pour cela que je dis il est important que les uns et les autres se mettent ensemble pour qu'on puisse se donner le temps de discuter et de mettre tous les Maliens ensemble pour que nous puissions continuer à aller plus loin. Parce que ce qui est important dans ce débat, c'est vrai que d'autres sont pressés d'arriver au pouvoir, d'autres ne veulent pas partir, d'autres souhaitent rester. Donc c'est ça le débat. Mais il est important qu'en politique, s'il y a des difficultés, si la maison brûle, et que tout le monde se mette ensemble pour relever le défi. Aujourd'hui, si on veut créer des problèmes parce qu'il y a eu un report d'élection, c'est de mettre la situation dans une situation très difficile. Pardon, vous avez remarqué que dans ces 2 jours, il y a eu beaucoup de débats concernant la transition civile proposée par certains qui voulaient marcher. Et ils ont eu eux-mêmes le bien-être de reporter la marche. Ils ont compris qu'ils ont demandé une transition civile. Parce que pour eux, donc rien ne marche. Si on veut aller à la transition civile, qu'est-ce qui va se passer? On enlève le président de la transition, on enlève le président de CNT, on enlève le premier ministre. On va rébelloter. Et aujourd'hui, rébelloter, qui est capable de mettre les Maliens ensemble, je ne le vois pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc ça veut dire, c'est pour cela, quelles que soient les difficultés, acceptons de se regarder en face, discuter et prendre la situation en main et avancer pas à pas. Aujourd'hui, le moyen pour aller à ça, il est bon que le président de la transition, le premier ministre, mette tout le monde ensemble, qu'on se regarde en face et qu'on se dise certaines vérités. Et ce qui est faisable, on le fait pour sauver notre pays. D'accord, pour sauver notre pays. Justement, je pense que l'armée aussi est en cette situation puisqu'il amorce son avancée vers la reconquête du territoire malien. Aujourd'hui, nous allons effectivement déclencher le deuxième thème de notre émission qui consiste à parler de l'entrée de l'armée à Anefis. Comme vous le savez, depuis la semaine passée, l'armée a signé son retour depuis plus de 10 ans dans cette ville stratégique du Nord, Anefis, qui est à quelques kilomètres de la ville de Kidal. Aujourd'hui, M. Diallo, quel est votre... Pourquoi l'armée a-t-elle attendu maintenant pour entrer à Anefis et pourquoi pas les autres années? Très bien. Puisque Anefis fait partie du territoire malien, n'est-ce pas? Oui.
Oui, M. Togo disait qu'on est en train de réécrire le panafricanisme. Moi, je crois qu'on est même en train de réécrire la vie en communauté dans le monde entier. Je vous dis, nos syndicalistes étaient à Genève récemment. Oui. Il y avait pratiquement tous les pays qui avaient leur stand et qui avaient leur drapeau en insigne. Ouais. Signe du patriotisme. Et on vendait les drapeaux des pays en insigne. Donc dans les casiers. Et les gens étaient là pour... Mais les drapeaux du Mali, notre... comment il s'appelle? Notre conseiller technique qui a voulu acheter ce drapeau-là pour venir nous le donner. Mais le temps d'aller et de retourner, il n'y avait plus le drapeau du Mali. Donc le monde entier était en train d'acheter l'insigne du Mali pour le porter. Donc il n'a pas pu trouver d'insigne pour nous. Et qu'est-ce qui explique cela? Mais pour dire que le Mali est en train de revaloriser la vie en communauté dans ce monde-là actuel. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et par rapport au report des élections, que je vais enchaîner avec la rentrée du Mali à Nifis, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important. L'important, c'est qu'il faut la sécurité. Ceux qui veulent une transition civile, mais quels sont leurs moyens, leurs pensées de sécuriser ce pays? Aujourd'hui, nous sommes en train de regagner en confiance, de remonter en puissance, parce que c'est ceux qui savent, ceux qui ont vécu les affres de cette guerre, qui sont aujourd'hui aux commandes. Ils connaissent la guerre jusqu'aux petits confins. Ouais. Donc moi je crois qu'aujourd'hui la sécurité elle est importante pour que nous ayons des élections paisibles afin d'aller vers un Mali que nous souhaitons tous. D'accord. Qui était jadis havre de paix. Alors maintenant la rentrée du Mali à Nifis, pourquoi ils ont attendu maintenant? Ouais. Vous savez, chaque chose a son temps. Le Mali était, l'armée malienne était une armée pilotée par des incertains. D'accord. Des incertains comme la MINUSMA, des incertains comme tout ce qui était là comme communauté internationale qui aidait notre pays à gérer les élections. Et ils étaient même le goulot d'étranglement. Donc, lorsque eux, ils deviennent le goulot d'étranglement, l'armée ne peut pas avoir sa plénitude, n'est-ce pas, de gestion de la paix. Et maintenant que c'est l'armée même qui pilote, vous voyez, on est rentré à Nifis. Je te donne rendez-vous à Kidal très bientôt. D'accord, donc ça veut dire que c'est du fait que l'armée est au contrôle maintenant. Bien sûr. Qu'elle avance tout doucement et bonnement. Alors, nous allons recevoir notre troisième invité qui vient de nous rejoindre tout de suite, Monsieur Malik Cissé. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Monsieur Malik Cissé, à titre de rappel, il est enseignant et syndicaliste. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Merci et je présente mes excuses pour le retard. Merci beaucoup. Excuses acceptées. Je partage. Entièrement. J'espère. Ouais. D'accord. Donc, Malik, nous allons vous recevoir avec la toute première question qui est de savoir, l'armée malienne est aujourd'hui en route pour Kidal. Quel commentaire peut-on faire de cette tentative de preuve de force, selon vous? Ok, d'accord. En tout cas, c'est une fierté pour le Mali que l'armée puisse contrôler et puisse être à sa mission régalienne, qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. D'accord. Ça, en tout cas, c'est une fierté pour nous. Mais, tantôt, nous disons aussi que qu'il ne faut pas qu'on arrive au pire qui est la guerre. La guerre, ce n'est pas la solution en réalité. La guerre ne fait que naître la guerre. Mais vous savez, depuis 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation a été signé, mais jusqu'à présent, il y a toujours eu des hic entre le gouvernement et les parties belligérantes. Est-ce que vous ne pensez pas que l'armée est en train d'utiliser le bon moyen pour faire face à la situation? De toutes les façons, on est obligé de dialoguer. Tant qu'il y a rupture de dialogue, on n'espère pas à une paix. Et la question toute militaire n'est pas la solution. À chaque acte militaire qui va de la guerre, va naître aussi la guerre et on va, en tout cas, il est difficile qu'on arrive à la paix. Pour moi,
il faut privilégier le dialogue, il faut toujours aller vers le dialogue. Peut-être que l'accord a montré ses limites, mais ça ne va pas nous empêcher, ça ne doit pas nous empêcher quand même d'avoir encore un cadre qui va nous permettre d'échanger et éviter la guerre proprement dite. D'accord. Donc, je me retourne vers M. Togo. M. Togo, que symbolise la récupération d'Anefis par l'armée malienne, selon vous? Vous savez, depuis quelque temps, parce que d'abord, j'ai eu le privilège de travailler avec l'armée, 12 ans conseiller chargé à la communication et porte-parole de l'armée. Ah bon? Ouais. Alors donc, pour nous, la récupération de nos camps, depuis le départ signalé de l'aménagement qui doivent quitter le Mali le 31 décembre, d'ici le 31 décembre définitivement, ouais. Il y a eu un processus de discussion, de débat, d'échange entre le gouvernement de la République du Mali et les responsables de l'aménagement. Donc des programmes sont dégagés. Nous sommes en train de suivre ce parcours-là. Vous avez remarqué que nous avons commencé d'abord à récupérer le camp de Ogosagou. Après, il y a eu successivement là où il y a eu une opposition farouche de la SEMA et ses alliés, c'était le camp de Baie. Nous avons fait 4 jours de combat, c'est le 4e jour qu'on est arrivé pour mettre le drapeau en haut, donc pour que les gens puissent voir le drapeau flotter. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui symbolise la récupération du camp de Anefis? C'est la suite logique des remises des installations militaires. Ce que ça symbolise, nous sommes en train d'aller, nous avons pu récupérer Anefis. Il nous reste donc la position stratégique de Salit, de Aklok, et puis finalement nous arrivons sur la mémoire même, ça veut dire le hic même, Kidal, en mois de novembre. Alors donc ce travail d'Anefis, ça montre la détermination des forces armées de sécurité et ça montre la puissance de feu que nous avons. Moi, je me souvenais comme si c'était hier, le moment où on devrait arriver à Aguelok, où il y a eu nos militaires tragiquement qui ont été tués. Autant Amadou Toumatouré, le camp a été attaqué et les gens ont été égorgés par les gens de la SEMA. Et que la France a même félicité ces actes posés en son temps. Nous avons fait les documents, nous avons envoyé au niveau des Nations Unies. Le ministre, en son temps, de la justice a amené le document, mais il n'y a jamais eu de retour donc, pour condamner ces actes atroces. Aujourd'hui, pour nous, arriver à Anefis montre la détermination de nos forces armées. Le message est clair du président de la transition et du chef du gouvernement que nous allons récupérer là où se trouvent les camps sur l'étendue du territoire national. Ça détermine l'engagement, la force, la détermination pour aller jusqu'au bout, pour imposer l'ordre constitutionnel. Et c'est de montrer, quelle que soit la situation, les autres camps seront reçus donc d'un moment à l'autre. Ça montre clairement qu'il n'y a pas d'aller-revenir. Et vous avez remarqué que le combat d'Anefis a été le combat le plus atroce. Il y a eu beaucoup de morts. Et l'armée est dans cette logique depuis plus de 15 ans. Beaucoup de morts côté armée ou côté ennemi? Non, côté ennemi. C'est pour ça qu'ils ont laissé carrément côté ennemi. Parce que nous avons la force de feu nécessaire aujourd'hui. Hier, on avait donc le problème de manque d'aviation qui pouvait nous protéger pour que nous puissions rentrer avec la 3e dimension. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de drones, suffisamment d'avions de combat. Personne ne peut résister devant le feu. Alors donc, à Anefis, il n'y avait pas de téléphone. Tout était coupé. Franchement, il y a eu des ratissages. Et vous avez remarqué qu'après Anefis, les attaques au nord du Mali et au centre, aujourd'hui, ceux qui sont montés pour aller vers Douanza pour montrer, donc on a fait un travail donc extraordinaire. Permettez-moi, à travers votre micro, de dire bravo à nos militaires. Bravo à ce combat de la restauration de notre dignité et de notre honneur. D'accord. Donc, M. Diallo, face à une telle pluralité d'adversités sur le front antiterroriste, est-ce que l'armée malienne pourra-t-elle supporter le coup jusqu'à quand, selon vous? Moi, je vous dis,
nous sommes dans une situation délicate, mais dont la route est tracée pour sortir par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. La montée en puissance aujourd'hui n'est pas que de la communication, c'est pas de la propagande. La montée en puissance, c'est la réalité. Je rebondis sur ce qu'a dit le camarade Malik, pour dire que il faudrait faire les deux en même temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui, exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire les deux en même temps. À partir du moment où la transition a pu trouver pour le Mali le choix stratégique des partenaires du Mali, et que ces partenaires soutiennent valablement l'armée malienne, soutiennent valablement le mandat que nous, peuple, avons donné à notre transition, nous sommes en train d'aller de l'avant avec notre armée pour récupérer notre terre entièrement. Et de là, on peut continuer à dialoguer. Moi, je vais vous dire, au niveau des ANR, je vous dis, ceux qui sont venus pour, comme représentants je ne veux pas dire le mot rebelle, mais comme leurs représentants, mais je dis que le débat a été houleux, et au cours du débat, les gens sont tombés d'accord sur quelque chose. Le problème du dialogue, c'est que le dialogue doit être un dialogue intermalien. Ça ne doit pas être un dialogue préparé ou tenu ailleurs. Nous sommes capables, nous connaissons nos problèmes, nous avons résolu le problème des autres en son temps, nous connaissons nos problèmes, nous savons les régler. Les autres qui veulent nous aider à régler nos problèmes viennent chez nous aider à les régler. Nous, on ne se déporte pas pour aller régler notre problème ailleurs. Mais pourquoi jusqu'à présent on ne peut pas trouver la solution? Aujourd'hui, non, nous sommes en train de trouver la solution parce que tu as dit on a pris Anifis. Ouais. Et Anifis, on est en train de marcher vers Kidal. Donc on a trouvé la solution à notre problème. Donc le seul problème maintenant, aujourd'hui, le principal, pas le seul problème, mais le principal problème au Mali, c'est la sécurité. Le principal problème au Mali, c'est la sécurité. Que les gens puissent faire leur aller et venue sans aucun problème. Si aujourd'hui, nous, Togo qui est de Moribabougou, lui il est de Kalabankoro, vous je ne sais pas, vous êtes d'où, si on arrive tous à nous retrouver ici en Dar TV, mais c'est parce qu'on ne nous tire pas dessus en venant. Donc la sécurité elle est importante, tout ce que l'on dit, communication et tout, sécurité d'abord. Et à partir de la sécurité, soyez certains que on ira de l'avant. Moi, je veux une action mixte, une action militaire et une action civilo-militaire de dialogue. Et cette action de dialogue, il y a aujourd'hui des ONG au Mali qui sont les précurseurs et qui savent faire ce dialogue-là. Donc, ils n'ont qu'à remonter auprès de nos autorités, ils n'ont qu'à les conseiller, ils n'ont qu'à trouver les voies et moyens, pendant que eux-mêmes, ils étaient au front. Ils ont été rencontrés par nos ONG pour aller et pour trouver les voies et moyens afin que le peuple puisse parler à son armée, que l'armée puisse ouvrir la porte et qu'il se parle. Donc aujourd'hui, le problème principal étant la sécurité. La sécurité, elle peut revenir sous l'angle des deux mixtes. Et c'est pour cela qu'on peut aller de l'avant avec les deux. Mais je vous dis, il ne faudrait pas arrêter l'action militaire pour le dialogue. D'accord. Donc, M. Cissé souhaiterait réagir face à cette intervention de M. Diallo. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, bon, c'est pour juste dire que, en tout cas, moi, j'insiste beaucoup sur le dialogue. Il faudra que les gens communiquent, parce que c'est des Maliens. À Anifif, il y a des Maliens aussi. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ce problème. Donc, si on tire, peut-être qu'on va tirer un Malien. C'est le sang des Maliens qui coule. C'est pourquoi je voudrais toujours compris que le dialogue soit, comment on appelle, primordial, qu'on mette d'abord le dialogue en avant.
avant toute action militaire. Justement, ce Et dialogue. là, je voulais dire que, parce que si le dialogue, si il n'y avait pas, on ne parlait pas de dialogue, on n'allait pas parler de la SDN, on n'allait pas parler de l'ONU, c'est parce qu'il y a eu des questions de guerre qu'on a parlé de tout ceci pour revenir à la table du dialogue. Effectivement. Alors, au Mali, il y a eu aussi des antécédents, on doit lire de notre histoire. On avait dit autant, c'est Dibi Silla qui avait eu la solution à Kidal, mais ça n'a pas empêché que la rébellion surgisse de temps en temps. Donc cela veut dire que la question militaire n'est pas seulement la solution, il faut parler aussi de la question du développement. Parce que, en tout cas, quel que soit notre armement, si la question du développement n'accompagne pas l'action militaire, c'est sûr qu'il peut y avoir, comme on appelle, d'autres révoltes qui vont fragiliser toutes les actions militaires. Donc il faut aussi songer aux questions de développement, à accompagner l'action militaire par l'action de développement. Aujourd'hui, nous savons comment nos populations du Nord vivent. Combien ils payent le kilo de riz, c'est encore compliqué. C'est difficile. Monsieur Togo, je me retourne vers vous pour vous demander quelles sont les actions que la transition doit poser pour assurer ce développement tant souhaité. Vous savez, le problème, souvent, j'écoute avec beaucoup d'attention les uns et les autres, surtout beaucoup de Maliens. On était là, le moment où on a organisé ce forum de Kidal, que nous avons pu avoir plus de 500 milliards D'aide. Et que c'est eux-mêmes qui ont refusé qu'on intervienne. Écoutez le discours souvent d'Amadou Toumantouré. On a voulu construire, ils nous volent, ils pillent, ils détruisent. Ceux qui veulent même faire des routes, les camions sont brûlés. Les responsables qui sont censés les représenter prennent de l'argent, ils font de ce qu'ils veulent de l'argent. Et justement, aujourd'hui, quelles sont les actions qu'il faut pour le Mali? Mais non, on parle de développement. Moi, je veux savoir sur quel angle donc, il faut poser. Sinon, si c'est le problème de la mobilisation des ressources, nous avons eu tellement de ressources pour le nord du Mali. Nous avons eu tellement de moyens pour le nord du Mali. Mais c'est la population elle-même, aujourd'hui, qui doit s'engager pour que nous puissions aller vers le développement, en essayant de se mettre au travail. Sinon, on cherche de l'argent, on veut investir, nous voulons construire des hôpitaux, nous voulons construire, des routes, nous voulons construire donc tout ce qu'il faut. C'est eux-mêmes là-bas au nord qui volent ces camions-là, qui volent donc, qui brûlent les camions pour faire les routes, qui volent donc les moyens, et tout ce qu'il faut pour ne pas aller vers le développement. C'est qui est souvent très difficile. Donc moi, je suis d'accord pour le développement, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Diallo, j'aimerais juste savoir quelles sont les actions concrètes qui peuvent permettre le Mali d'aller vers ce développement souhaité, selon vous. Quelles sont les actions? Merci. D'abord, le premier développement, je vous dis, c'est la paix, l'évolution vers la sécurité. C'est le premier développement. Pas de développement sans sécurité. Et quand lui, il dit on a voulu créer des écoles, ils ont pillé. Ce n'est pas les populations qui ont pillé, c'est ceux qui sont de travers qui ont pillé. Et ces pillages et autres, on va se dire la vérité, il faudrait qu'on aille vers une sécurité pour d'abord amorcer. Le premier développement qu'il faut, c'est la sécurité. Moi, j'ai vécu à Direy en 1980. J'ai vu le développement à Direy, j'ai vu l'action blé. Ouais, c'était extraordinaire. L'action blé, tu le vois, tu le regardes à perte de vue. Et c'était avec de l'énergie renouvelable. Ouais. Les panneaux solaires que Moussa Traoré avait fait. Tu regardes, tu t'arrêtes, tu regardes le blé et à une satisfaction que tu ne peux pas mesurer. Effectivement. Mais aujourd'hui, l'action blé de Direy, et c'est devenu un terrain de football. Je ne suis pas en train de dire que la population de Direy a pillé. Je ne suis pas en train... Mais je dis que l'insécurité est un problème. Effectivement. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, il faudrait avoir la sécurité. En priorité. En premier lieu. Et cette sécurité, quand on l'a, recouvrer l'ensemble de notre territoire. Et c'est d'ailleurs, c'était d'ailleurs l'une des conditions des élections. Et recouvrer toutes les parties de notre territoire et mettre la sécurité, mais que les drapeaux flottent, que les gens des différentes régions
qui sont déplacés et reviennent chez eux. Et le développement donc, que les gens sont en train de demander est amorcé. Ouais. Le président de la transition, avec ses subventions, il est en train de faire, là où il n'y a pas d'eau, il est en train de faire de l'eau. Avec son fonds de souveraineté. Avec son fonds de souveraineté. Il est en train de faire de l'eau. Le premier développement, après la sécurité, c'est avoir à disponibilité l'eau. L'eau potable. L'eau potable. Et moi je dis encore une fois que il faudrait éviter de comparer 1960 à 2023. À 2023. C'est des souvenirs qui ne sont pas, réluisants et qui remuent les couteaux dans les plaies. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un peuple réconcilié. Nous avons beaucoup plus besoin de discours réconciliateurs. Parce que ce qui s'est passé en 60, c'était les réalités du moment. Et les réalités d'aujourd'hui sont tout autres. Les réalités d'aujourd'hui sont tout autres. Et c'est malgré même les militaires que les militaires prennent l'arme contre la population. Contre une partie de la population qui est rentrée en rébellion. Mais regardez ce que Touré a dit. Lorsqu'on lui a posé la question à la Bolle par rapport à ces condamnés à mort, il a dit que tous les condamnés à mort ont été exécutés. Mais il dit que lorsque la France a des difficultés et que la France prenne des dispositions pour sa sécurité, il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'Afrique est touchée, que l'Afrique prenne les dispositions pour se sécuriser, et alors on nous dissuade et on prend. Alors aujourd'hui, c'est une grande satisfaction, en tout cas selon moi, que nous ayons une armée à hauteur de souhait et que nous ayons une armée lourdement équipée. Mais ce n'est pas ce lourdement équipé qui m'importe, mais que nous ayons une armée qui, au bout du rouleau, a la volonté de céder à une population civile, mais pas avant de remettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers. D'accord, donc remettre ce qui a été mis de l'envers. Monsieur Cissé, oui, voilà, on continue. Ok, donc je continue directement avec la question sécuritaire et la montée de l'armée. Pour dire que je disais auparavant que souvent c'est un peu compliqué, parce que moi, quand je prends la posture syndicaliste, à chaque problème, à chaque guerre, à chaque attaque, c'est un travailleur qui perd son emploi. Et ça suscite une crise. Mais je parlais du développement aussi. Le développement, en réalité, je ne parle pas du développement seulement du Nord. Je parle du développement du Mali. Du Mali, effectivement. Si j'allais vous poser la question. Là, je vais vous dire... Pour ce développement, quelles sont les actions? Souvent, les gens, ils ne s'interrogent pas du passé. Ce qui est arrivé au Mali, ce n'est pas seulement un problème du Nord. C'est une gestion en général. Et la gestion, c'était une gestion militaro-civile. Ce n'est pas seulement les civils. C'était des officiers qui étaient dans les affaires au Mali. D'accord. Et dans tous les départements, pratiquement, il y avait ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires qui étaient militaires. Donc, ce qui est arrivé au Mali... Mais ils décidaient rien. Ce qui est arrivé au Mali, c'est une responsabilité partagée de l'armée aussi bien que des civils. Donc aujourd'hui, vu que nous vivons cette situation, et quelles solutions proposez-vous pour que cette situation puisse être résolue? Pour que cette situation puisse être résolue, moi, il y a déjà mon co-débatteur qui a déjà touché au mot, qui parlait du dialogue, que les gens que vous partagez d'ailleurs. Voilà, que je partage d'ailleurs, que les gens reviennent à la table. Il ne faut pas jeter l'anathème sur l'autre, pour penser que c'est l'autre-là qui est la raison. Cette raison est partagée. Politique, militaire, et aujourd'hui, il n'y a pas question des politiciens qui ont détruit ou des militaires qui ont détruit. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité partagée parce que quand on prend des détournements, il y a des hauts gradés qui ont détourné, il y a des grands politiciens qui ont détourné. Donc, il ne faut pas jeter l'anathème sur l'autre. Il faut accepter que nous avons géré, ça a été mal géré, et aujourd'hui, nous devons revenir à des raisons pour le service du peuple,
pas pour le service d'un groupuscule d'individus, parce qu'en réalité, c'est ça le danger. C'est un groupuscule d'individus qui ont géré le Mali, j'ai dit militaro-civil, effectivement, et qui ont fait détruire le Mali. Aujourd'hui, ils doivent s'interroger. Pour juste toucher un point de la corruption, tous les pays où il y a de stabilité, où il y a de développement, l'armée s'est démarquée de la corruption. D'accord. Donc du coup, ici, je me retourne vers M. Togo. Et comment pourrons-nous impliquer la communauté internationale de façon constructive dans la crise malienne? Vous savez, moi je suis d'accord qu'on implique la communauté internationale, mais d'abord il faut régler le problème d'abord en malien d'abord, avant d'amener la communauté internationale. Parce que je ne souhaite pas dans ma vision de gérer demain, si je suis président de la République, de toujours tendre la main à la communauté internationale. De manière constructive. Non, c'est très clair. Hein. Maintenant, moi, ma vision, la communauté internationale, vous avez remarqué que c'est les grandes puissances. L'Afrique, donc avec plus de 50 et quelques pays, nous n'avons même pas droit au chapitre. Mais en quoi donc ils peuvent nous aider? Maintenant, l'intervention de la communauté internationale, c'est vrai, aujourd'hui, là où nous sommes, sur 100% du budget national, ils interviennent jusqu'à concurrence de 60 à 70%. Donc, ce qui fait que nous fonctionnons aujourd'hui pour payer les salaires, entretenir la guerre qui coûte extrêmement cher, la guerre, donc ça coûte extrêmement cher. Sur le budget national, la douane, les impôts, les domaines, et on gère avec ça. C'est vrai qu'il y a des difficultés parce que les partenaires peuvent nous aider à gérer. Mais je souhaite, le jour où j'aurai le pouvoir, de faire en sorte de diminuer la part de la communauté internationale à 30% et 70% sur les recettes pour les pays qui veulent se développer. Donc, il est important aussi de dire et de préciser dans le débat que ce que aujourd'hui au nord, nos enfants et nos femmes sont en train de subir, tout le monde doit faire en sorte que nous puissions avoir la paix. Parce que qu'est-ce qui se passe au nord? Pour terminer en quelques minutes. Effectivement, rapidement. Oui, vous avez remarqué que les enfants ne partent plus à l'école. Tout est fermé. Et ceux qui font la guerre et ceux qui entretiennent la guerre, eux, leurs enfants se trouvent dans les grandes écoles au Mali ou en Europe. Maintenant, les pauvres populations qui n'arrivent pas à manger, c'est eux qui continuent à souffrir. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, cette population du Nord, si je dis du Nord, ça commence vers Bankas, Banyagara, Koro, donc Kidal, Tomatou, jusqu'à là-bas. Maintenant, ces enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. Plus de 1800 et quelques écoles sont fermées sur l'étendue du territoire national, qu'on trouve rapidement la paix pour que les gens puissent aller vers le développement. Qu'on trouve rapidement la paix, M. Diallo. Est-ce que selon vous, pour arriver à cette paix tant souhaitée, la communauté internationale pourra-t-elle intervenir pour résoudre le problème, selon vous, de manière constructive? Vous savez, il faudrait que nous-mêmes, on se parle. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, chaque Malien doit faire un rapport individuel propre à lui. Et il doit terminer par que l'esprit soit d'accord avec le cœur que nous sommes en problème. Être conscient de la situation. Et que nous devons quitter, quelles sont les voies et moyens à faire pour quitter le problème. Et aujourd'hui, pour que cela arrive, il faudrait communiquer. D'accord. Et la façon de communiquer est importante. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes juste en train d'utiliser les canaux de sensibilisation et de communication qui n'atteignent pas le Malien moyen. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le Malien moyen? Il faudrait aujourd'hui que les différentes composantes de nos sociétés soient d'abord dépolitisées. Non, je vous dis la vérité, soient d'abord dépolitisées. Il faudrait par exemple que le chef de village, nous avons 700, prenons aujourd'hui 1000 communes. Et dans les 1000 communes, il faudrait que les structures de gestion communale puissent avoir un système d'information pour informer et sensibiliser ces citoyens de la commune. D'accord, donc rapidement. Et dès que les gens sont dans cette situation et que les gens sont informés, à ce moment, les gens peuvent se questionner et puis se résoudre à aller de l'avant. Je te prends par exemple l'embargo. Tout le monde croyait, et il paraît que les pays limitrophes nous donnaient une semaine ou 10 jours pour mourir, mais
pourquoi l'embargo n'a pas eu l'effet escompté par ceux qui l'ont fait? C'est parce qu'il y a eu une communication dans les langues nationales. Pour dire il y a quelque chose qui va arriver, et cette chose qui va arriver va nous prendre du temps et il faut qu'on soit résilient. Et que si on n'est pas résilient, ils l'ont fait pour qu'il y ait un divorce structurel entre le peuple et sa transition. Et que même quand cela a été compris, le peuple s'est engagé. Et moi je dis, nous sommes dans un contrat où il faut qu'on soit objectif. Soyons objectifs, M. Diallo. Rapidement, en 2 mots, et comment pourrions-nous impliquer la communauté internationale dans la gestion de la crise malienne? Moi, vous savez, la communauté internationale, pour le moment, en ce moment, moi, je n'en parle pas. D'accord, donc vous ne voulez pas... Moi, je n'en parle pas pour 2 raisons. Lesquelles? Parce que, objectivement, nous n'avons pas suffisamment confiance du fait que nos militaires ont été conduits dans beaucoup d'erreurs par leur présence. Donc manque de confiance. Mais je dis encore une fois qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des gens de la communauté internationale qui sont de cœur avec le Mali et qui veulent aider le Mali à sortir. Mais le Mali n'a jamais fermé la porte à qui que ce soit. Il faut faire mais lorsque tu veux venir contre notre politique de sortie de crise, lorsque tu veux manipuler notre population à aller contre nous, mais alors on ferme purement et simplement la porte. D'accord. Donc vous dites... D'autres sont renvoyés, mais d'autres sont là avec lesquels nous sommes en train de travailler. Effectivement. Monsieur Cissé, je vous reviens avec la même question. Et comment pourrions-nous impliquer la communauté internationale dans la gestion de la crise malienne? Ah d'accord, merci. Rapidement, juste 2 mots, parce qu'il n'y a pas de problème. Merci Cyril. Moi je pense que nous sommes déjà une partie de la communauté internationale. Donc nous ne pouvons pas nous soustraire de la communauté internationale. Et que par rapport aux questions de gestion de paix, le Mali a intervenu dans beaucoup de pays au nom de la communauté internationale. Alors le Mali est une partie intégrante de la communauté internationale, donc le Mali ne doit pas fermer les portes sur le reste du monde. On doit forcément conjuguer avec les autres. Sauf que je disais tantôt que tout n'est pas que de la communauté internationale. Il faut qu'on s'interroge nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Il faudra qu'on s'interroge. Comment cela est arrivé? Alors, donc, moi, je pense qu'il faudra qu'on continue à échanger avec les autres, être en partage avec les autres pour pouvoir résoudre nos problèmes, parce qu'on a aidé les autres à résoudre leurs problèmes. On a aidé les autres à résoudre leurs problèmes et aujourd'hui aussi, on devrait être avec les autres pour résoudre nos problèmes. Monsieur Diallo, est-ce que vous pouvez nous donner votre mot de la fin pour cette émission qui a été très houleuse comme débat? Vous savez que le Mali a participé dans d'autres pays, mais personne n'a jamais enregistré que le Mali a agi contre les intérêts de ces pays-là. Ceux qui sont là, qui agissent contre les intérêts des Maliens, sont les ennemis des Maliens et les ennemis de la paix dans le monde. D'accord. Donc aujourd'hui, votre question? Mot de la fin. Un appel. Mais écoutez, j'appelle le peuple malien à rester soudé derrière l'objectif principal de la sécurité et de poser les jalons progressifs d'un développement pour aller de l'avant. Et je suis certain que notre transition et notre peuple ne feront qu'un à l'arrivée à terme. D'accord. Donc, voilà. Monsieur Togo, vous avez un dernier mot? Un dernier mot qui me prend en cœur, c'est de dire à tous ceux qui sont vers Nefis, Kidal, de rester sereins. Les informations qui sont en train d'être diffusées par des terroristes pour faire en sorte de créer des paniques inutiles, de rester sereins. L'armée prendra des responsabilités et l'armée gérera avec le professionnalisme. Que hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont tant souffert, hommage à nos forces armées pour que la paix revienne au Mali. Pour que la paix revienne au Mali. Monsieur Cissé, vous avez un mot de la fin pour nos téléspectateurs? Alors, tout d'abord, je tiens à saluer les téléspectateurs ainsi bien que mes co-débatteurs qui ont quand même intervenu
avec responsabilité, je sais par amour de la patrie. Effectivement. Mais j'invite aussi à la population de rester résiliente. Elle l'a été toujours, mais une pensée à notre population. Les responsables, les dirigeants aujourd'hui doivent penser beaucoup et fournir beaucoup d'efforts pour satisfaire les populations qui ont été toujours résilientes. Donc je vous remercie, vous aussi. Merci M. Cissé, merci M. Diallo, M. Togo. Merci. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition de débat politique et deuxième numéro. Et nous étions avec M. Nou Togo, communicateur homme politique, et M. Djibril Diallo, communicateur, analyste politique, et enfin le dernier invité est Malik Cissé, syndicaliste et enseignant et professeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et au prochain numéro. Prenez soin de vous sur Ndar TV, la télé de tous les regards. Bonsoir.